Une mère. Mr. Holohan, secrétaire adjoint de la Société Irlande éternelle, arpentait Dublin depuis près d'un mois, les mains et les poches pleines de bouts de papier sale, s'occupant de l'organisation d'une série de concerts. Il avait une jambe de bois, ce qui lui valait le surnom de Holohan le boiteux auprès de ses amis. Il marchait sans cesse, restait des heures entières au coin des rues, à discuter et à prendre des notes, mais en fin de compte, c'était Mrs. Kearney qui s'occupait de tout. Miss Devlin était devenue Mrs. Kearney par dépit. Elle avait été élevée dans un couvent huppé où elle avait appris le français et la musique. Naturellement pâle et d'une attitude inflexible, elle s'était fait peu d'amis à l'école. Arrivée à l'âge du mariage, on l'envoya dans de nombreuses maisons où sa façon de jouer du piano et ses manières distinguées étaient fort admirées. Elle trônait au milieu du cercle glacial de ses talents, attendant qu'un soupirant ose la braver et lui offre une vie brillante. Mais les jeunes hommes qu'elle rencontrait étaient ordinaires, et elle ne les encourageait pas, tentant de consoler ses désirs romantiques en mangeant en cachette une quantité astronomique de loukoum. Cependant, quand elle approcha de l'âge limite et que ses amis commencèrent à cancaner, elle les fit taire en épousant Mr. Kearney, un cordonnier d'Ormond Quay. Il était bien plus âgé qu'elle. Ses conversations, sérieuses, se perdaient par intermittence dans sa grande barbe brune. Après la première année de mariage, Mrs. Kearney comprit qu'un tel homme serait plus durable qu'un être romantique, mais elle ne mit jamais complètement de côté ses propres aspirations sentimentales. Sobre, économe et pieux, il allait à l'office tous les premiers vendredis, parfois avec elle, le plus souvent seul. Pour autant, elle ne faiblit jamais dans sa foi et lui fut une bonne épouse. Si, lors d'une réception dans une maison inconnue, elle haussait légèrement un sourcil, il se levait pour prendre congé, et quand sa toux le gênait, elle lui couvrait les pieds du plaid en duvet et lui préparait un punch au rhum corsé. De son côté, il était un père modèle. En versant une petite somme chaque semaine à une société, il garantissait à ses deux filles une dot de 100 livres chacune lorsqu'elles atteindraient l'âge de 24 ans. Il envoya sa fille aînée, Kathleen, dans un bon couvent, où elle apprit le français et la musique, puis régla ses frais à l'académie. Chaque année, au mois de juillet, Mrs. Kearney trouvait l'occasion de dire à une amie « Mon brave mari nous emmène à Skerries pour quelques semaines. » Si ce n'était pas Skerries, c'était Howth ou Greystones. Lorsque le mouvement de renaissance culturelle irlandaise commença à prendre de l'ampleur, Mrs. Kearney décida de tirer parti du nom de sa fille et fit venir un professeur d'irlandais à la maison. Kathleen et sa sœur envoyèrent des cartes postales irlandaises à leurs amis, et ses amis renvoyèrent d'autres cartes postales irlandaises. Certains dimanches, lorsque Mr. Kearney allait à la procathédrale avec sa famille, un petit groupe de personnes se rassemblait après la messe au coin de Cathedral Street. C'étaient tous des amis des Kearney, des amis de musique ou des amis nationalistes, et lorsqu'ils avaient épuisé tous les petits commérages, ils se serraient tous la main, riant de l'entrelacement de leurs mains si nombreuses, et se disaient au revoir en irlandais. Bientôt le nom de Miss Kathleen Kearney commença à être entendu souvent sur les lèvres des gens. On disait qu'elle était une fille très gentille, très douée pour la musique, et de plus qu'elle croyait au mouvement pour la langue irlandaise. Mrs. Kearney en était ravie. Elle ne fut donc pas surprise lorsqu'un jour, Mr. Holohan vint la voir et lui proposa que sa fille soit l'accompagnatrice d'une série de 4 grands concerts que sa société allait donner à l'Ancient Concert Rooms. Elle le fit entrer dans le salon, l'installa confortablement et apporta la carafe et la boîte à biscuits en argent. Elle se passionna pour tous les détails de l'entreprise. Elle conseilla et dissuada, et finalement, un contrat fut rédigé stipulant que Kathleen recevrait 8 guinées pour ses services d'accompagnatrice aux 4 grands concerts. Comme Mr. Holohan était novice dans des questions aussi délicates que la formulation des programmes et la disposition des artistes, Mrs. Kearney l'aida. Elle avait du tact. Elle savait quels artistes devaient être mentionnés en majuscules et lesquels devaient apparaître en petits caractères. Elle savait que le premier ténor n'aimerait pas passer après le numéro comique de Mr. Meade. Pour divertir continuellement le public, elle glissait les éléments douteux entre les favoris de toujours.
Mr. Holohan venait la voir tous les jours pour avoir son avis sur un point ou un autre. Elle était invariablement amicale et de bons conseils, comme une parente. Elle poussait la carafe vers lui en disant « Allez-y, servez-vous, Mr. Holohan !» Et tandis qu'il se servait, elle disait « Allons, ne vous craignez pas, allez-y !» Tout se déroula sans accroc. Mrs. Kearney acheta un charmant tissu en charmeuse rose pâle, chez Brown Thomas, pour l'ajouter au devant de la robe de Kathleen. Cela lui coûta une petite fortune, mais il y a des occasions où une petite dépense est justifiée. Elle prit une douzaine de billets à 2 shillings pour le concert final et les envoya aux amis qui ne viendraient pas autrement. Elle n'oublia rien, et grâce à elle, tout ce qui devait être fait fut fait. Les concerts devaient avoir lieu mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Lorsque Mrs. Kearney arriva avec sa fille aux Ancient Concert Rooms mercredi soir, elle n'aima pas du tout l'apparence des choses. Quelques jeunes gens, portant des badges bleu vif sur leurs vestes, se tenaient oisifs dans le vestibule. Aucun d'eux n'était en tenue de soirée. Elle passa avec sa fille, et un coup d'œil rapide à travers la porte ouverte de la salle lui montra la cause de l'oisiveté des ouvreurs. Au début, elle se demanda si elle ne s'était pas trompée d'heure. Non, il était 8h moins 20. Dans la loge derrière la scène, elle fut présentée au secrétaire de la société, Mr. Fitzpatrick. Elle sourit et lui serra la main. C'était un petit homme au visage blanc et vide. Elle remarqua qu'il portait son chapeau souple marron, négligemment rabattu sur le côté, et que son accent était plat. Il tenait un programme à la main, et alors qu'il lui parlait, il en mâchouillait un coin jusqu'à en faire une bouillie humide. Il semblait prendre les déceptions à la légère. Mr. Holohan entrait dans la loge toutes les minutes avec des rapports du guichet. Les artistes discutaient nerveusement entre eux, jetaient des coups d'œil de temps en temps au miroir et roulaient et déroulaient leurs partitions. Vers 8h30, les quelques personnes présentes dans la salle commencèrent à manifester leur désir d'être divertis. Mr. Fitzpatrick entra, sourit vaguement à la pièce et dit « Eh bien voilà, mesdames et messieurs, je suppose qu'il est temps d'ouvrir le bal. » Mrs. Kearney récompensa sa dernière syllabe très plate par un rapide regard de mépris, puis dit à sa fille d'un ton encourageant « Es-tu prête, ma chérie ?» Lorsqu'elle en eut l'occasion, elle prit Mr. Holohan à part et lui demanda de lui expliquer ce que cela signifiait. Mr. Holohan n'en savait rien. Il dit que le comité avait fait une erreur en organisant 4 concerts. 4, c'était trop. « Et les artistes !» s'exclama Mrs. Kearney. « Bien sûr, ils font de leur mieux, mais vraiment, ils ne sont pas bons. » Mr. Holohan admit que les artistes n'étaient pas bons. Mais le comité, dit-il, avait décidé de laisser les 3 premiers concerts se dérouler comme ils le pouvaient, et de réserver tous les talents pour le samedi soir. Mrs. Kearney ne dit rien, mais tandis que les numéros médiocres se succédaient sur l'estrade, et que les rares personnes présentes dans la salle se faisaient de moins en moins nombreuses, elle commença à regretter d'avoir engagé des dépenses pour un tel concert. Il y avait quelque chose qui la dérangeait, dans l'apparence des choses, et le sourire vide de Mr. Fitzpatrick l'irritait fortement. Cependant, elle ne dit rien, et attendit de voir comment cela se terminerait. Le concert s'acheva peu avant 10h, et tout le monde rentra prestement chez soi. Le concert du jeudi soir attira plus de monde, mais Mrs. Kearney vit tout de suite que la salle était remplie de billets gratuits. Le public se comporta de manière indécente, comme si le concert était une répétition générale informelle. Mr. Fitzpatrick semblait s'amuser. Il était tout à fait inconscient de la colère avec laquelle Mrs. Kearney observait sa conduite. Il se tenait au bord du rideau, sortant la tête de temps en temps et échangeant des rires avec 2 amis dans le coin du balcon. Au cours de la soirée, Mrs. Kearney apprit que le concert du vendredi allait être annulé et que le comité allait remuer ciel et terre pour obtenir une salle comble samedi soir. En entendant cela, elle alla chercher Mr. Holohan. Elle l'attrapa au vol alors qu'il sortait en boitant avec un verre de limonade pour une jeune femme et lui demanda si c'était vrai. Oui, c'était vrai. « Mais bien sûr, cela ne change rien au contrat, » dit-elle. « Le contrat portait sur 4 concerts. » Mr. Holohan semblait pressé. Il lui conseilla de parler à Mr. Fitzpatrick. Mrs. Kearney commençait maintenant à s'alarmer. Elle appela Mr. Fitzpatrick, loin de son rideau, et lui rappela que sa fille avait signé pour 4 concerts, et que bien sûr, selon les termes du contrat,
elle devait recevoir la somme initialement prévue, que la société donne les 4 concerts ou non. Mr. Fitzpatrick, qui ne comprenait pas très vite le point crucial, semblait incapable de résoudre la difficulté et indiqua qu'il porterait l'affaire devant le comité. La colère de Mrs. Kearney commençait à lui monter aux joues, et elle avait du mal à s'empêcher de demander « Et qui donc est ce comité, je vous prie ?» Mais elle garda le silence, sachant qu'une dame ne se comporterait pas ainsi. Tôt, le vendredi matin, de jeunes garçons furent envoyés dans les rues principales de Dublin avec des brassées de prospectus. Des réclames parurent dans tous les journaux du soir, rappelant au public mélomane le régal qui l'attendait le lendemain soir. Mrs. Kearney fut un peu rassurée, mais elle jugea bon de faire part de ses soupçons à son mari. Il l'écouta attentivement et lui dit qu'il valait peut-être mieux qu'il l'accompagne samedi soir. Elle approuva. Elle respectait son mari, de la même manière qu'elle respectait la poste centrale, comme quelque chose de grand, de sûr et de fixe, et, bien qu'elle connût le nombre limité de ses talents, elle appréciait sa valeur abstraite en tant qu'homme. Elle était heureuse qu'il ait proposé de l'accompagner. Elle réfléchit à ses plans. La nuit du grand concert arriva. Mrs. Kearney, accompagnée de son mari et de sa fille, arriva aux Ancient Concert Rooms 3/4 d'heure avant l'heure de début du concert. Malheureusement, c'était une soirée pluvieuse. Mrs. Kearney confia les vêtements et la musique de sa fille à son mari et partit à la recherche de Mr. Holohan ou de Mr. Fitzpatrick dans tout le bâtiment. Elle ne put en trouver aucun. Elle demanda aux ouvreurs si un membre du comité se trouvait dans la salle, et, après bien des difficultés, un ouvreur amena une petite femme, du nom de Miss Byrne, à qui Mrs. Kearney expliqua qu'elle souhaitait voir l'un des secrétaires. Miss Byrne les attendait d'une minute à l'autre et demanda si elle pouvait faire quelque chose. Mrs. Kearney examina attentivement le visage ridé de Miss Byrne, qui était tordu en une expression de confiance et d'enthousiasme, et répondit « Non, merci ». La petite femme espérait qu'ils auraient une salle pleine. Elle regarda la pluie jusqu'à ce que la mélancolie de la rue mouillée efface toute la confiance et tout l'enthousiasme de ses traits tordus. Puis elle poussa un petit soupir et dit « Ah bah, on a fait de notre mieux, le bon Dieu le sait. » Mrs. Kearney dut retourner au vestiaire. Les artistes commençaient à arriver. La basse et le deuxième ténor étaient déjà là. La basse, Mr. Duggan, était un jeune homme mince avec une moustache noire clairsemée. Fils d'un portier d'immeuble de bureau en ville, il avait chanté, enfant, des notes graves et prolongées dans le hall qui résonnait. De ce modeste point de départ, il s'était élevé jusqu'à devenir un artiste de premier ordre. Il avait même chanté dans un grand opéra. Un soir, alors qu'un artiste lyrique était tombé malade, il avait repris le rôle du roi dans l'opéra Maritana au Queen's Theatre. Il interpréta sa musique avec beaucoup de sentiment et de puissance vocale et fut chaleureusement applaudi par le public du poulailler. Malheureusement, il gâcha la bonne impression en s'essuyant le nez d'un geste machinal 1 ou 2 fois avec sa main gantée. C'était un homme modeste qui parlait peu. Il prononçait « vous » si doucement que cela passait inaperçu, et il ne buvait jamais rien de plus fort que du lait pour préserver sa voix. Mr. Bell, le deuxième ténor, était un petit homme blond qui participait chaque année au concours du Face Coil. À sa 4e tentative, il avait remporté une médaille de bronze. Il était extrêmement nerveux et jaloux des autres ténors, et il camouflait sa nervosité jalouse par une affabilité débordante. Son petit jeu consistait à faire savoir à tout le monde quel calvaire un concert était pour lui. C'est pourquoi, en voyant Mr. Duggan, il s'approcha de lui et lui demanda « Vous participez aussi ?» « Oui, » répondit Mr. Duggan. Mr. Bell rit avec son compagnon d'infortune, tendit la main et dit « Serrez-moi la main !» Mrs. Kearney dépassa ces 2 jeunes hommes et se dirigea vers le bord du rideau pour observer la salle. Les places se remplissaient rapidement, et un brouhaha agréable circulait dans l'auditorium. Elle revint et parla en privé à son mari. Leur conversation concernait visiblement Kathleen, car ils la regardèrent tous les deux souvent alors qu'elle discutait avec l'une de ses amies nationalistes, Miss Healy, la contralto. Une femme solitaire, inconnue, au visage pâle, traversa la pièce. Les femmes suivirent, de leurs yeux attentifs, la robe bleu fané tendue sur un corps maigre. Quelqu'un glissa qu'il s'agissait de Mrs. Glynn, la soprano. « Je me demande où ils l'ont dénichée, »
lança Kathleen à Miss Healy. « Je suis certaine de n'avoir jamais entendu parler d'elle. » Miss Healy ne put s'empêcher de sourire. Mr. Holohan entra en boitant dans la loge à ce moment-là, et les deux jeunes femmes lui demandèrent qui était l'inconnu. Mr. Holohan leur répondit que c'était Mrs. Glynn, de Londres. Mrs. Glynn se posta dans un coin de la pièce, tenant fermement son rouleau de partition devant elle, et changeant de temps à autre la direction de son regard inquiet. L'ombre abritait sa robe décolorée, mais retombait cruellement dans le creux derrière sa clavicule. Le bruit de la salle devenait plus perceptible. Le premier ténor et le baryton arrivèrent ensemble, tous deux bien habillés, corpulents et satisfaits. Ils amenèrent une bouffée d'opulence parmi la compagnie. Mrs. Kearney amena sa fille vers eux et leur parla amicalement. Elle voulait être en bons termes avec eux, mais tout en s'efforçant d'être polie, ses yeux suivaient Mr. Holohan tandis qu'il se déplaçait, boiteux et sournois. Dès qu'elle le put, elle s'excusa et le suivit. « Mr. Holohan, je voudrais vous parler un instant, » dit-elle. Ils descendirent dans un endroit discret du couloir. Mrs. Kearney lui demanda quand sa fille serait payée. Mr. Holohan répondit que Mr. Fitzpatrick s'en occupait. Mrs. Kearney rétorqua qu'elle ignorait tout de Mr. Fitzpatrick. Sa fille avait signé un contrat pour 8 guinées et elle devait être payée. Mr. Holohan se dégagea en disant que ce n'était pas son affaire. « Pourquoi ce ne serait pas votre affaire ?» demanda Mrs. Kearney. « N'est-ce pas vous qui lui avez apporté le contrat ? Quoi qu'il en soit, si ce n'est pas votre affaire, c'est la mienne, et j'ai bien l'intention de m'en occuper. »« Vous devriez plutôt parler à Mr. Fitzpatrick, » dit Mr. Holohan d'un ton distant. « Je ne connais pas du tout Mr. Fitzpatrick, » répéta Mrs. Kearney. « J'ai mon contrat, et j'ai bien l'intention de faire en sorte qu'il soit respecté. » Quand elle revint au vestiaire, ses joues étaient légèrement rouges. L'ambiance y était animée. 2 hommes en tenue de ville s'étaient installés devant la cheminée et bavardaient familièrement avec Miss Healy et le baryton. C'était l'homme du Freeman's Journal et Mr. O'Madden Burke. L'homme du Freeman's Journal était venu prévenir qu'il ne pourrait pas rester pour le concert car il devait rendre compte de la conférence que donnait un prêtre américain à la Mansion House. Il expliqua qu'il devait lui laisser le compte-rendu au bureau du Freeman et qu'il s'assurerait de sa publication. C'était un homme aux cheveux gris, à la voix persuasive et aux manières soignées. Il tenait un cigare éteint à la main, et l'arôme du cigare flottait autour de lui. Il n'avait pas prévu de s'attarder car les concerts et les artistes l'ennuyaient passablement, mais il resta appuyé contre la cheminée. Miss Healy se tenait devant lui, bavardant et riant. Il était assez vieux pour soupçonner une des raisons de sa gentillesse, mais assez jeune d'esprit pour profiter du moment. La chaleur, le parfum et la beauté de son corps touchaient ses sens. Il était agréablement conscient que la poitrine qu'il voyait se soulever et s'abaisser doucement sous ses yeux se soulevait et s'abaissait à ce moment-là pour lui, que le rire, le parfum et les regards insistants étaient un tribut qu'on lui offrait. Lorsqu'il ne put plus rester, il prit congé d'elle avec regret. « O'Madden Burke écrira la critique, » expliqua-t-il à Mr. Holohan, « et je m'assurerai qu'elle soit publiée. »« Merci beaucoup, Mr. Henrik, » dit Mr. Holohan. « Je sais que vous vous en occuperez. Maintenant, ne prendriez-vous pas un petit quelque chose avant de partir ?»« Je ne suis pas contre, » dit Mr. Hendrick. Les 2 hommes empruntèrent des couloirs tortueux et montèrent un escalier sombre pour arriver dans une pièce isolée où un des ouvreurs débouchait des bouteilles pour quelques messieurs. L'un d'eux était Mr. O'Madden Burke, qui avait trouvé cette pièce par instinct. C'était un homme d'un certain âge, affable, qui, au repos, mettait tout le poids de son corps imposant sur un grand parapluie en soie. Son nom, à la grandiloquence tout occidentale, était le parapluie moral sur lequel il faisait reposer l'épineux problème de ses finances. Il jouissait d'un grand respect. Tandis que Mr. Holohan s'entretenait avec l'homme de Freeman, Mrs. Kearney parla à son mari avec une telle animation qu'il dut lui demander de baisser la voix. La conversation des autres personnes dans la loge était devenue tendue. Mr. Bell, le premier élément, se tenait prêt avec sa musique, mais l'accompagnatrice ne faisait aucun signe. De toute évidence, quelque chose n'allait pas. Mr. Kearney regardait droit devant lui, se caressant la barbe, tandis que Mrs. Kearney parlait à l'oreille de Kathleen avec une emphase retenue. De la salle venaient des sons d'encouragement, des applaudissements et des piétinements.
Le premier ténor, le baryton et Miss Healy se tenaient ensemble, attendant tranquillement. Mais Mr. Bell était sur les nerfs tant il craignait que le public ne pense qu'il était arrivé en retard. Mr. Holohan et Mr. O'Madden Burke entrèrent dans la pièce. Immédiatement, Mr. Holohan remarqua le silence pesant. Il s'approcha de Mrs. Kearney et lui parla avec ardeur. Tandis qu'ils se parlaient, le bruit dans la salle grandissait, et Mr. Holohan s'excitait jusqu'à devenir rouge. Il se répandait en paroles, mais Mrs. Kearney répliquait sèchement par intervalles. « Elle ne montera pas sur scène, elle doit avoir ses 8 guinées. » Mr. Holohan désignait désespérément la salle, où le public applaudissait et trépignait. Il fit appel à Mr. Kearney et à Kathleen, mais Mr. Kearney continuait à se caresser la barbe, et Kathleen baissa les yeux, examinant la pointe de son nouveau soulier. Ce n'était pas sa faute. Mrs. Kearney répéta. « Elle ne montera pas sans son argent. » Après un bref combat de langue, Mr. Holohan sortit en boitant précipitamment. La pièce retomba dans le silence. Lorsque la tension du silence devint quelque peu pénible, Miss Healy demanda au baryton. « Avez-vous vu Mrs. Pat Campbell cette semaine ?» Le baryton ne l'avait pas vue, mais on lui avait dit qu'elle allait très bien. La conversation n'alla pas plus loin. Le premier ténor baissa la tête et se mit à compter les maillons de la chaîne en or qui lui barraient la taille, tout en souriant et en fredonnant des notes au hasard pour observer l'effet sur son sinus frontal. De temps en temps, tout le monde jetait un coup d'œil en direction de Mrs. Kearney. Le bruit dans la salle s'était élevé jusqu'à la clameur lorsque Mr. Fitzpatrick fit irruption dans la pièce, suivi de Mr. Holohan tout essoufflé. Les applaudissements et les piétinements dans la salle étaient entrecoupés de sifflements. Mr. Fitzpatrick tenait quelques billets de banque à la main. Il en compta 4 et les mit dans la main de Mrs. Kearney en lui disant qu'elle aurait l'autre moitié à l'entracte. Mrs. Kearney rétorqua. « Il manque 4 shillings. » Mais Kathleen releva sa jupe et dit « Allez, Mr. Bell » en s'adressant au premier chanteur qui tremblait comme une feuille. Le chanteur et son accompagnatrice sortirent ensemble. Le bruit dans la salle s'éteignit. Il y eut un silence de quelques secondes, puis on entendit le piano. La première partie du concert fut un grand succès, à l'exception du numéro de Mrs. Glynn. La pauvre femme chanta Killarney d'une voix faible et haletante, avec toutes les manières désuètes d'intonation et de prononciation qu'elle croyait élégantes. Elle semblait avoir été ressuscitée d'un vieux vestiaire de théâtre, et les spectateurs des places moins chères se moquèrent de ses notes aiguës et plaintives. Le premier ténor et le contralto, en revanche, mirent le feu aux planches. Kathleen joua une sélection d'airs irlandais qui furent généreusement applaudis. La première partie se termina par la récitation d'un émouvant poème patriotique donné par une jeune femme qui organisait des spectacles d'amateurs. Elle fut applaudie selon son mérite, et lorsque cela prit fin, les hommes sortirent pour l'entracte, satisfaits. Pendant tout ce temps, la loge fut en effervescence. Dans un coin se trouvait Mr. Holohan, Mr. Fitzpatrick, Miss Byrne, 2 ouvreurs, le baryton, la basse et Mr. O'Madden Burke. Ce dernier déclara que c'était le récital le plus scandaleux dont il ait jamais été témoin. La carrière musicale de Miss Kathleen Kearney à Dublin serait terminée après ça, disait-il. On demanda au baryton ce qu'il pensait de la conduite de Mrs. Kearney. Il n'aimait pas se prononcer. Il avait été payé et souhaitait être en paix avec les hommes. Cependant, il dit que Mrs. Kearney aurait peut-être pu prendre les artistes en considération. Les ouvreurs et les secrétaires discutèrent avec véhémence de la marche à suivre pendant l'entracte. « Je suis d'accord avec Miss Byrne, » dit Mr. O'Madden Burke. « Ne lui donnez rien. » À l'autre bout de la pièce se trouvaient Mrs. Kearney et son mari, Mr. Bell, Miss Healy et la jeune femme qui avait dû réciter le poème patriotique. Mrs. Kearney fulminait. Le comité l'avait traitée de façon scandaleuse. Elle n'avait épargné ni son temps, ni son argent, et voilà comment on la remerciait. Ils avaient cru avoir affaire à une simple jeune fille, et pouvoir par conséquent la fouler aux pieds. Mais elle allait leur prouver leur erreur. Ils n'auraient jamais osé la traiter ainsi si elle avait été un homme. Elle s'assurerait que sa fille obtienne ses droits. On ne la bernerait pas. S'il ne la payait pas jusqu'au dernier penny, elle ferait scandale à Dublin. Bien sûr, elle était désolée pour les artistes, mais que pouvait-elle faire d'autre? Elle demanda son avis au second ténor, qui, lui, estimait qu'elle n'avait pas été bien traitée.
puis elle s'adressa à Miss Healy. Celle-ci aurait voulu rejoindre l'autre groupe, mais elle hésitait, car elle était une amie proche de Kathleen, et les Kearney l'avaient souvent invitée chez eux. Dès la fin de la première partie, Mr. Fitzpatrick et Mr. Holohan s'approchèrent de Mrs. Kearney pour lui annoncer que les 4 autres guinées seraient payées après la réunion du comité le mardi suivant. Ils ajoutèrent que si sa fille ne jouait pas pour la deuxième partie, le comité considérerait le contrat comme rompu et ne paierait rien. « Je n'ai vu aucun comité, » dit Mrs. Kearney avec colère. « Ma fille a son contrat. Elle recevra 4 livres et 8 shillings en main propre, sinon elle ne posera pas un pied sur cette estrade. »« Je suis surpris par votre attitude, Mrs. Kearney, » répliqua Mr. Holohan. « Je n'aurais jamais pensé que vous nous traiteriez ainsi. »« Et comment m'avez-vous traité, vous ?» demanda Mrs. Kearney. Son visage était inondé de colère, et on aurait dit qu'elle allait se jeter sur quelqu'un à main nue. « Je ne fais que réclamer mes droits, » lança-t-elle. « Vous pourriez avoir un minimum de fair-play, » dit Mr. Holohan. « Vraiment? Et quand je demande quand ma fille sera payée, je ne peux même pas obtenir une réponse décente ?» Elle releva la tête et prit une voix de fausset. « Vous devez parler au secrétaire. Ce n'est pas mon affaire. Je suis un grand actionnaire. Lalalilalère. »« Je vous croyais une femme respectable, » dit Mr. Holohan en s'éloignant brusquement d'elle. Après cela, la conduite de Mrs. Kearney fut condamnée de toutes parts. Tout le monde approuva les actions du comité. Elle se tenait à la porte, à garde de rage, se disputant avec son mari et sa fille, gesticulant devant eux. Elle attendit jusqu'au début de la deuxième partie dans l'espoir que les secrétaires la rappelleraient, mais Miss Healy avait gentiment consenti à jouer 1 ou 2 accompagnements. Mrs. Kearney dut s'écarter pour laisser passer le baryton et son accompagnatrice sur l'estrade. Elle resta immobile un instant, telle une allégorie de la colère, et lorsque les premières notes de la chanson lui parvinrent aux oreilles, elle attrapa le manteau de sa fille et dit à son mari « Appelez un cab !» Son mari sortit immédiatement. Mrs. Kearney enveloppa sa fille dans le manteau et le suivit. En franchissant la porte, elle s'arrêta et lança un regard noir à Mr. Holohan. « Je n'en ai pas terminé avec vous, » dit-elle. « Mais moi, j'en ai terminé, » rétorqua Mr. Holohan. Kathleen suivit docilement sa mère. Mr. Holohan se mit à arpenter la pièce pour se calmer, car il sentait sa peau brûler. « Voilà une dame charmante !» s'exclama-t-il. « Oh, vraiment charmante !»« Vous avez fait ce qu'il fallait, Holohan, » dit Mr. O'Madden Burke, qui, en signe d'approbation, se tenait de tout son poids sur son parapluie.